Ostéotomie pour une nouvelle vie. Le 16 août 1978, je laissais à Yverdon-les-Bains mes dernières amertumes et prenais avec moi, pour partir à Saint-Loup, mes premières espérances. J'avais enfin l'espoir de voir la fin de mes souffrances. Peut-être qu'après ces opérations, je retrouverai la forme et je pourrai à nouveau remarcher avec le sourire. Fini de boiter. Au diable ces atroces souffrances. Puis s'il me faut subir des opérations, je vais le faire. Je n'avais pas peur ce mercredi 16 août lors de mon entrée à l'hôpital, car j'avais une entière confiance envers le docteur Anchaud. Sa réputation parlait pour lui. En effet, au fil des semaines, j'avais entendu beaucoup d'éloges le concernant et n'avais de ce fait aucune crainte à avoir. Après les traditionnels examens d'entrée, une infirmière allait également prendre mes mensurations. Si le 16 août, je mesurais 184 cm, 2 jours plus tard, le 18 août, ma charpente osseuse devait avoir raccourci de 4 cm. Le lendemain déjà, les choses devenaient sérieuses. À 16 heures, les préparatifs en vue de l'opération débutèrent. Ce fut d'abord un profond lavement de façon à décharger mon côlon. Ensuite, l'infirmière vint me raser la jambe gauche du mollet jusqu'à la taille. Pour mieux se rendre compte de l'efficacité de son travail, elle me demanda ensuite d'aller prendre une douche de façon à laver ma jambe de tous les poils qui restaient. Après quoi, elle put faire une inspection générale et fort bien détaillée de la pièce à opérer. Que de minutie! Pour être bien certaine qu'aucun corps étranger ne mette en danger la réussite de l'opération, l'infirmière prit ensuite ma lampe de chevet et, s'en servant comme d'un projecteur, examina chaque centimètre carré en y donnant encore les derniers coups de rasoir nécessaires. Ce travail terminé, elle désinfecta la jambe de la taille au genou. Après quoi, elle l'enveloppa et me rendit ma semi-liberté en me demandant toutefois de ne quitter mon lit qu'en cas de nécessité. Quelques heures plus tard, on vint m'apporter une pastille pour dormir. Non, merci, je prends jamais de somnifère. Ce n'est pas un somnifère, mais c'est une pastille qui vous détend, ça vous décontracte. On donne toujours ça le soir avant une opération. Forcé d'accepter, cela ne ressemblait pas à une offre, mais au contraire à une directive à suivre. Et comme il était prévu, je m'endormis dans une décontraction totale et profonde, sans me soucier du lendemain. Quant à 6h30 le lendemain matin, la garde de nuit nous apportait les thermomètres, mon nouveau voisin de lit mit en fonction son poste de radio pour connaître les nouvelles du jour. À la une des actualités, la radio suisse romande nous rappelait qu'il y avait 1 an déjà, à Memphis, dans le Tennessee, Elvis Presley avait quitté ce monde. Jusqu'à 42 ans, le King avait enflammé les foules de sa génération. Mais cette légende vivante demeurera à jamais immortelle à travers ses films et ses disques d'or. Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, "The great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one and only King. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free, like he was singing
now or never. He's just a golden memory. Good luck charm is not forever. Good luck songs, we need 'em ever. Again I'll play your songs, 'cause in my mind you haven't gone. Are you lonesome tonight? Do you miss him tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley. Lord, I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one and only King. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. My dear friend, I won't forget you. When I need you, I can hear you. King, though I know nowhere or when, there'll be a day we meet again. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love again. Elvis Presley, I want to thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. I remember the disc jockey was playing Jailhouse Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. He's just a golden memory. Cela faisait aussi 13 ans, jour pour jour, que s'étaient ouvertes pour moi ce que j'avais appelé à l'époque les portes du pénitencier. 13 ans déjà que j'étais arrivé à Polyépité. Pour M. Grognieux aussi, ce n'était pas un jour comme les autres, puisqu'il allait marquer une année de plus au calendrier de sa vie. J'en étais encore à tenter d'énumérer tout ce que le 18 août pouvait représenter à ma mémoire, quand une infirmière fit son entrée dans la chambre. Se dirigeant vers moi, une seringue à la main, j'allais vite comprendre que le 18 août 1978 allait être aussi à l'avenir un jour pas comme les autres pour mon fémur gauche. Après une injection dans mon avant-bras, en quelques secondes, j'allais devenir à demi conscient. Pourtant, même si j'étais dans un état second, je réalisais tout de même que mon lit et tout son contenu
prenait la direction du bloc opératoire. À ce moment-là, je pense que même si je l'avais voulu, j'aurais été bien incapable de manifester mon refus de subir l'intervention que l'on allait me faire. Quelle impression d'impuissance et de vulnérabilité on ressent lorsque l'on se retrouve en anesthésie partielle. On est conscient, mais totalement impuissant. Arrivé au bloc opératoire, 2 infirmières poussèrent mon lit jusque sous les lampes de la table d'opération. Là, une anesthésiste me fit une 2e injection. Son efficacité fut instantanée et je n'eus même pas l'occasion de voir ressortir l'aiguille de mon avant-bras que j'étais déjà dans un profond sommeil. Je me réveillai 3 heures plus tard, alors que j'étais de retour dans ma chambre. J'avais certainement dû donner des signes de vie bien avant cela en salle de réveil, mais je n'en avais aucun souvenir. Toute la journée, je fus somnolent, n'ouvrant les yeux que lorsqu'une infirmière venait prendre ma pression. Je ne voyais pas le temps passer. Ce ne fut qu'en fin de journée que les choses se gâtèrent. Alors que j'étais si bien dans mon sommeil artificiel, des douleurs allaient me ramener à une réalité beaucoup moins plaisante. Aux alentours de 16 heures, un long calvaire allait débuter pour moi. Je me mis à ressentir des douleurs dans le bas-ventre de plus en plus violentes. J'avais besoin d'uriner ou d'aller à selle, mais malgré toute ma volonté, je ne pouvais y parvenir. D'heure en heure, mes douleurs s'amplifiaient. Lorsque ce n'était pas mes spasmes du bas-ventre, c'était le produit anesthésiant qui prenait le contrôle et me maintenait dans un état végétatif. Lorsque l'infirmière de nuit prit son service, elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. À 22 heures, les douleurs étaient devenues insupportables. Après avoir appelé l'infirmière de garde, je lui fis part de mon état en précisant que mes douleurs étaient si violentes que je craignais d'être victime d'une crise d'appendicite, voire même d'une péritonite. Elle fit donc appel au médecin de garde qui ne devait pas tarder pour arriver à mon chevet. Quand ce dernier fut à mes côtés, il m'examina avec attention et me certifia qu'il ne s'agissait pas d'une crise d'appendicite, mais plutôt d'une complication due à mon anesthésie. En effet, cette dernière m'avait complètement bloqué les intestins ainsi que la vessie. Puis, s'adressant à l'infirmière, il lui demanda d'aller chercher une sonde nécessaire pour mettre fin à mon calvaire. Avant qu'il ne quitte les lieux, je m'adressai à lui une dernière fois. « Et pour ce mal de ventre, je vais devoir attendre combien de temps encore ?»« Bon, faut compter environ 5 jours. » Et ces précisions devaient effectivement s'avérer exactes. Il me fallut exactement 5 jours pour que cessent mes douleurs au bas-ventre. Aussitôt que le médecin m'eut laissé à mon sort, l'infirmière allait faire le nécessaire pour me soulager. Son travail devait plus ou moins porter ses fruits, car mes selles étaient très dures et très difficiles à dissoudre. Quant à l'urine, ce fut différent et beaucoup plus douloureux, mais ces nouvelles douleurs n'étaient rien en comparé avec celles que j'avais dû supporter les heures précédentes. Au total, ce fut 15 décilitres d'urine que la sonde retira de ma vessie. Il y avait effectivement de quoi avoir mal au bas-ventre. À partir de ce moment-là, je pus uriner régulièrement et de façon naturelle. Dans un hôpital rural, les nouvelles circulent vite. Et comme la discrétion n'est pas un atout féminin, le lendemain matin déjà, tout le personnel de l'étage était au courant de la situation du soir précédent. Une infirmière qui reprenait son travail après 2 jours de congé, s'adressant à moi, me fit savoir que désormais j'allais porter le titre du docteur Péritonite. Fière d'elle, mais sans méchanceté, elles ne manquèrent pas une seule occasion pour s'adresser à moi avec ce surnom. Je n'étais sans doute pas le premier à qui ce problème était arrivé, mais malgré leurs compétences professionnelles, elles n'avaient tout de même pas su le diagnostiquer.
Ironiquement, je pourrais donc dire que, pour seconder des infirmières amateurs, qui de mieux placé que le docteur Péritonite? N'étant pas orgueilleux, et puisque la douleur était chose du passé, je n'avais désormais plus de raison de leur en vouloir. Durant ce séjour à l'hôpital Saint-Loup, j'allais faire la connaissance d'un aide infirmier prénommé Albert. Durant son travail, il nous arrivait souvent de bavarder de choses et d'autres. J'appris qu'il était passionné de musique classique et qu'il jouait lui-même aussi du hautbois. Sa grande espérance, devenir un jour musicien professionnel et jouer dans un orchestre philharmonique. De nationalité espagnole, Albert acceptait mal d'être considéré comme tel et préférait plutôt être connu comme un citoyen catalan. Il y avait à cela plusieurs raisons. Ayant vécu de nombreuses années en Catalogne, sa famille et lui parlaient couramment le dialecte. Un jour où il se rendait à Madrid avec sa famille, son père s'adressa à un policier pour se renseigner sur la route à suivre. Mais cette demande eut l'effet d'une insulte aux oreilles du policier fervent défenseur du régime de Franco. Cette simple demande ayant été formulée en catalan, son père fut arrêté sur le champ et mis en prison pour plusieurs semaines. Quand ils furent lâchés, ils prirent leurs biens et quittèrent l'Espagne pour venir s'établir à la Chaux-de-Fonds. Quand il travaillait dans la chambre, il se renseignait fréquemment sur les différents points ayant attrait au cyclisme, car il avait envie de s'acheter un vélo pour pouvoir parcourir la région. Je me souviens qu'un jour, ayant reparé mon petit livre de sagesse chinoise, il m'avait demandé si je m'intéressais au culte asiatique. Je lui répondis que ce petit livre m'avait été offert par un copain par pur hasard, mais que néanmoins cette mini-bible renfermait un condensé de vérité, vérité que je m'efforçais de mettre en pratique. Quelques jours plus tard, alors que l'on avait une discussion sur les êtres qui méprisent les voisins et qui tentent de rabaisser leur entourage par des humiliations de tout genre, Albert prononça une phrase du grand philosophe Confucius que je ne suis pas prêt d'oublier. L'invective ne rabaisse que son auteur. Souvent par la suite, il m'arrivera de repenser à ces quelques mots. Je crois pouvoir dire que le jour où je serai capable d'adapter toutes mes actions et pensées en relation avec les sagesses chinoises, j'aurai déjà fait un grand pas vers le bonheur et la paix intérieure. La première visite de la journée était toujours celle du docteur Anchaud, qui venait prendre des nouvelles quant à l'amélioration de mon état de santé. Le premier matin, je ne m'étais pas gêné pour lui faire comprendre qu'après une nuit de douleur abdominale comme je venais de passer, il était plutôt malvenu de venir me demander comment je me sentais. « Et votre jambe, elle vous fait mal? »« Ma jambe ?» Comme il était en train de regarder la cicatrice de sa chirurgie pendant qu'il me posait cette question, j'étais encore loin de me douter de ce qu'il allait me faire. Pendant que je cherchais les mots pour lui répondre, brutalement et sans prévenir, il tira quelques centimètres de drain placés sous mes points de suture. Comme je ne ressentais aucune douleur suite à mon opération, j'en étais même venu à oublier pourquoi je me trouvais dans ce lit. Mais par son geste, il venait de me ramener à la réalité. Et il allait en être de même durant les 4 matinées qui suivirent. « Alors, M. Burdet, vous avez bien dormi ?» Et hop, l'orthopédiste au cœur professionnel et insensible pratiquait un nouveau retrait partiel de mon drain de 4 à 5 cm. Le mardi 22 août, mes douleurs au niveau du bas-ventre prirent fin. Et le mercredi 23 août, au matin, le docteur Anchaud retira définitivement les quelques centimètres de drain qu'il me restait encore. Dès ce jour, mon hospitalisation devint nettement moins pénible. Il faut
savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Tu es tout triste depuis 8 jours et tu ne veux pas me dire pourquoi. Mais moi je sais très bien ce que tu as. Tu viens d'apprendre que ta femme depuis longtemps a un ami, ou plus exactement un petit ami. Mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, car elle pourrait tout aussi bien en avoir deux. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Toi tu m'écris, c'est effrayant. Je n'ai vraiment pas de chance. J'ai eu un accident à la veille des vacances et me voilà cloué au lit, alors que toi et tous les autres, vous êtes en train de vous baigner sur la côte. Mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que tu sais, ici ça fait 2 jours qu'il pleut. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Ceci nous prouve qu'aujourd'hui les gens ne savent plus rêver et ne voient de la vie que le mauvais côté. Alors que moi, tout au contraire, dès qu'il m'arrive un embêtement, je m'écris aussitôt le cœur content. Mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Quand tout va bien, la vie au fond c'est ennuyeux. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça, le secret du bonheur.